aussi Barnabé et Guillaume de la fondation Ethereum, qui sont également partenaires sur ce podcast qui s'appelle Les Explorateurs, que certains d'entre vous doivent connaître. Et donc, peut-être que ce serait sympa pour commencer ce live que bien vous commenciez par vous présenter. Barnabé ou Guillaume en premier, et puis peut-être que vous fassiez un petit mot sur votre podcast. Bien sûr. Commence, Guillaume. Oui, comme on dit, l'âge avant la beauté. Oui, je m'appelle Guillaume. Je suis effectivement à la fondation depuis 6-7 ans? Non, 6 ans, je pense. Et j'ai commencé à travailler dans l'équipe, j'y suis toujours hein, d'ailleurs, dans l'équipe Go Ethereum. Donc je travaille sur le client, ce qu'on appelait le client majoritaire. Je sais pas s'il est encore vraiment. Mais voilà, donc si vous avez besoin de vous connecter, si vous voulez faire tourner un nœud sur le réseau, vous installez ce qu'on appelle un client. Donc vous avez le choix entre 4-5 clients, et jusque-là, le plus populaire, c'était celui sur lequel je travaille. Voilà. Donc quand j'ai commencé à travailler à la fondation, je travaillais sur un projet qui faisait un sous-projet de ce client qui s'appelait Whisper, qui était un système de communication, comment dire, avec ce qu'on appelle, oula, ça va être dur de parler français ce soir. C'est une messagerie. Faire en espagnol. Ouais. Pardon? Non, je dis non, ça s'appelle deniable probability. Comment on pourrait dire ça? Déni de preuve. Oui, voilà, c'est ça, un peu. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Enfin bref, tout ça. En gros, si le gouvernement ou n'importe qui vous tombe dessus en disant qui a envoyé ça, tu dis non, c'est pas moi. En tout cas, vous pouvez pas le prouver. Et dans certaines juridictions, ça passe en théorie. Et voilà. Donc bon, et le problème, c'est qu'il y avait l'idée, elle est pas marché. Donc petit à petit, je me suis retrouvé à travailler sur le client lui-même. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, c'est passionnant. Voilà, et puis récemment, je dis récemment, ça fait 2 ans, je me concentre principalement sur ce qu'on appelle stateless Ethereum. Donc en gros, l'idée, pour la résumer de manière très simple, c'est d'effectuer certains changements pour que tout le monde puisse valider, avoir un nœud Ethereum qui suit le réseau et qui éventuellement valide sur son téléphone. Voilà, ça c'est la vision à très très long terme. Voilà, oui. D'où ton commentaire dans le dernier podcast sur les téléphones puissants. Bref, on y reviendra. Ouais, oui, tout à fait. Oui. Ouais, je me souviens. Ok, à mon tour. Donc moi, je suis Barnabé. Ça fait 3 ans et demi que je suis à la fondation. J'ai rejoint la fondation, j'ai rejoint une équipe qui s'appelle le Robust Incentive Group. Et donc, ce sur quoi on travaille, c'est vraiment les mécanismes économiques qui sont dans le protocole, mais aussi à l'extérieur du protocole, parce que on essaye souvent de comprendre ce que les gens font hors d'Ethereum avec la MEV, avec la DeFi, et de comprendre est-ce qu'il y a des conséquences sur le protocole et sur les designs qu'on fait. Notre équipe a pas mal grandi. J'étais un des premiers dans l'équipe. Elle a démarré quand je suis arrivé. Et maintenant, on est 7 chercheurs à temps plein et on a, je dirais, un éventail de projets qui est assez large. Je peux en nommer quelques-uns. Donc, j'ai bossé sur le IP 1559 avant qu'elle soit live. C'était un de mes premiers gros projets. On a pas mal regardé les incitations du modèle de Proof of Stake et aussi certaines questions qui ont plus à voir avec le consensus, dont les bouncing attacks, dont Max Peur a écrit un article. Et ouais, je me suis pas mal intéressé ensuite à la MEV avec d'autres personnes de mon équipe parce que c'est un sujet qui est tellement énorme et tellement compliqué et qui met tellement de choses en jeu qu'on avait vraiment besoin de renfort là-dessus. Et là, je dirais que ouais, mon attention a un peu tourné, notamment sur les dernières semaines et derniers mois. Il y a beaucoup plus de questions sur l'état économique du staking sur Ethereum. Donc, il y a la montée en puissance de Lido et des Liquid Staking Derivatives. Il y a cette nouvelle EIP qui met une limite sur le churn, donc pour l'entrée au staking set, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer. Est-ce que le réseau peut tenir sous la pression? Donc il y a beaucoup de questions aussi qui sont en jeu, et c'est quelque chose sur lequel on va
travailler pas mal avec notre équipe dans les prochains mois. Super. Si vous avez déjà des sujets sur lesquels que vous aimeriez développer dès maintenant, ou on peut y revenir plus tard si vous voulez, mais vous avez mentionné plein de projets super intéressants, ou peut-être qu'on posera des questions par la suite. Mais il y a déjà beaucoup de sujets à discussion. Est-ce que peut-être avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, vous voulez faire un petit mot sur le podcast, sur ce que vous faites avec les explorateurs? Ouais, je t'en prie. Ouais, bah, en fait, bon, on voulait un peu aussi se motiver à sortir de comment dire, nos champs respectifs. C'est vrai que bon, moi, je suis plutôt axé développement, Barnabé recherche économique, donc on s'est dit pourquoi pas faire ça. On voulait aussi pratiquer notre français parce que c'est vrai que on s'en sert pas souvent. D'ailleurs, bon, quand vous voyez un podcast, ça se voit dans le podcast. Ça se voit dans le podcast. Quand vous voyez un podcast qui fait 30 minutes, on a en fait 2 heures d'enregistrement et on se demande comment prononcer des trucs en français. Donc ça a été particulièrement rigolo avec Dom, donc Dom qui était québécois. Enfin, il est toujours, hein, mais voilà. Parce qu'on essayait de trouver des équivalences. Ça l'a bien fait rigoler quand on a parlé des engagements polynomiaux. Donc voilà, c'est vrai que ça nous permet de pratiquer, ça nous permet aussi de se renseigner, enfin de se renseigner sur ce qui se passe autour de nous en fait. Et puis aussi tout simplement d'essayer de rendre Ethereum un peu plus accessible, en tout cas tout ce qui est core développement, tout ce qui est recherche, tout ce qui est vraiment technique, plus accessible en essayant de faire intervenir des gens, parce qu'il y a pas mal de comment dire de francophones dans Ethereum, et c'est vrai qu'on est tous un peu isolés. Alors bon, c'est pas qu'on est obligé forcément de parler français, hein. Nous-mêmes dans nos vies, on parle pas spécialement français, donc on n'est pas, on se sent pas perdu non plus, mais c'est vrai que c'est plus sympa, ça fait un médium d'échange ça nous intéressait de l'explorer en fait. Voilà. Il y a, je trouve pas mal de contenu déjà en français sur Ethereum et sur les cryptos en général. On avait l'impression qu'on pouvait apporter notre pierre à l'édifice avec quelque chose d'un peu plus technique et peut-être d'un peu plus proche du métal, notamment du protocole, parce qu'il y a beaucoup de contenu sur la couche applicative, Bitcoin, Ethereum, d'autres chaînes. D'ailleurs, je prononce ça Ethereum et on me l'a fait remarquer dans des commentaires YouTube de Grand Angle Crypto, et apparemment, c'est pas comme ça qu'on le dit en français. Ethereum. Donc, je vais essayer de changer. C'est quoi? C'est une question que je me posais, et en fait, je me demande qui a raison. Je pense qu'en fait, Ethereum, c'est une sorte de mauvais anglicisme traduit tout simplement en français avec l'accent anglais, alors qu'Ethereum, c'est plutôt l'approche latine du mot. Donc, c'est peut-être vous qui avez raison au final. Je me pose la question. Bah, c'est décentralisé, hein. Tu fais quoi? Tu fais comme tu veux. Vous dites ce que vous voulez. Ouais, c'est... 6 ans de latin, c'est peut-être pour ça que... Ah oui, voilà. Je suis même pas sûr que c'est comme ça qu'on dit. Après, ouais. Donc, ouais, notre ambition, c'était de créer ce contenu et de donner un peu plus d'interface pour les personnes qui suivent le core development d'Ethereum. En tout cas, dans les réseaux décentralisés, c'est bien d'avoir des consensus, peut-être sur les mots aussi, sur les appellations. J'imagine que c'est des questions sur lesquelles vous réfléchissez tout le temps. L'appellation des termes techniques et autres, c'est des points clés au final. Ouais. On a besoin d'y réfléchir pour aussi avoir l'attention de Twitter. Donc, plus les mots sont attractifs, plus on a de gens qui réfléchissent à nos sujets de recherche. Donc c'est une compétition à plusieurs niveaux. Ouais, j'imagine. Je proposais que pour aussi commencer un peu à rentrer dans le sujet, on évoque votre dernier podcast. Ça peut être le cœur de cet épisode, de ce live. Ou pas. Je pense que ce sera intéressant de rappeler les différentes thématiques, peut-être de faire un petit résumé de ce dont vous avez parlé. Donc c'était, je peux vous le laisser préparer, mais vous avez sorti ça il y a 2 semaines, et c'était en gros un point sur la roadmap avec
Domoti, qui est également chercheur à la fondation, qui est super intéressant si vous voulez avoir plus d'informations sur la roadmap Ethereum. Est-ce que vous voulez nous faire un petit récap de ce podcast-là? Et si certains dans l'audience ont des questions, ont écouté ce podcast et avaient des questions par rapport à ce podcast, je pense que c'est une bonne occasion pour le faire. Ça vous va? Je vois déjà une question de Max Pearl sur le chat. Est-ce qu'on y répond maintenant ou est-ce qu'on va direct sur le podcast? Let's go. Allez, vas-y, Est-ce que tu travailles sur Single Secret Leader Election, SSLE? Ouais, alors moi non, parce que comme je disais, je suis plutôt concentré sur stateless. Mais oui, il y a du travail qui se fait. Alors, je sais pas, d'un point de vue recherche, j'imagine qu'il y en a pas mal. Il y a plusieurs aspects dans le SSLI. Il y a pas mal de cryptographie. Donc moi j'ai une équipe où il y a des personnes dans cette équipe qui s'en occupent un peu. Enfin, je dis il y a une personne, c'est Ignacio, et il a travaillé sur le système de preuve qui s'appelle Kernel Proof. Voilà, donc il y a des trucs en avance de phase. Peut-être pour expliquer le. Oui. Vas-y, je te laisse expliquer avant que tu veux. Enfin, je peux faire ça. Ouais. Donc aujourd'hui, les validateurs d'Ethereum sont sélectionnés au hasard. Toutes les 12 secondes, il y a un nouveau validateur qui est censé proposer un bloc. Mais ce hasard, en fait, il est plus ou moins décidé en avance. Donc, tu sais, pour les 12 prochaines minutes, quelle est la séquence des validateurs qui est attendue pour proposer les blocs. Ça peut être dangereux dans le sens où si je vois, OK, le validateur numéro 2000 est censé proposer un bloc et en mettant quelques nœuds sur le réseau, j'arrive à détecter l'IP de ce validateur. Donc, si j'arrive à faire l'association entre l'index du validateur et son adresse IP, je peux l'attaquer juste avant qu'il soit censé proposer son bloc, le mettre en DOS, Denial of Service, et en gros rendre son nœud impossible à proposer. Et si j'arrive à faire ça continuellement, donc si je DOS à chaque fois just in time le validateur qui doit proposer le prochain bloc, bah, d'une certaine façon, je peux éteindre la chaîne. Donc pour se protéger contre cette attaque, l'idée de Secret Single Leader Election, c'est de pas communiquer à tout le monde quel est l'index du prochain validateur qui doit proposer ce bloc. Voilà, ça c'était in a nutshell ce que ça raconte. Ouais, merci. Bah c'est exactement ça. Et donc en gros, pour que ça se fasse, bah, justement pour que ce soit secret, pour qu'on puisse pas le déterminer, il y a plein de choses, notamment ce qu'on appelle du zero knowledge. Donc on va peut-être pas rentrer dans les détails tout de suite sur le zero knowledge dans les 10 premières minutes, mais bon, l'idée c'est qu'effectivement les validateurs, le prochain validateur qui propose le bloc est révélé au dernier moment. Et pour ça, il y a pas mal de crypto. Faut savoir que c'est encore un sujet qui est quand même pas mal à la case, enfin qui est encore pas mal en mode recherche. Donc il n'y a pas encore de développement réellement là-dessus. Il y a le team lead de Lodestar qui pousse bien le truc. Comme je disais, il y a des gens avec qui je bosse qui travaillent dessus d'un point de vue crypto, mais le design va sans doute évoluer pas mal. On en est encore à ce niveau-là. Donc oui, est-ce qu'on le veut? Oui, tout ce serait pas mal parce que c'est une sécurité supplémentaire. Effectivement, quelqu'un pourrait tuer le réseau. Quelqu'un avec quand même pas mal de pouvoir pourrait tuer le réseau en DDoSant tous les nœuds les uns après les autres. Donc ça il faut s'y attaquer. Mais bon, c'est pas non plus l'attaque la plus probable et la plus imminente. Donc on prend notre temps pour bien le faire aussi quand même. Ouais, pour répondre à la question de Otsun, c'est une attaque qui est relativement compliquée à mener, notamment sur la durée. Ouais. C'est souvent comme ça en fait je dirais les mises à jour d'Ethereum. Donc c'est vrai que c'est encore au stade de recherche, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été écrites là-dessus. Donc il y a des designs qui sont relativement faisables. Après,
n'y a pas vraiment d'urgence en termes de déploiement parce que on n'a pas l'impression que c'est une attaque qui est très réelle comparée à d'autres problèmes qui sont beaucoup plus réels et beaucoup plus urgents. Donc c'est un peu quelque chose qu'on a aussi en munitions si jamais il se passe quelque chose ou si jamais on sent que le vent tourne et que le réseau se met à devenir plus adversariel. Ouais. Et ouais. Donc il y a des gens qui travaillent là-dessus. Il y a récemment eu un post de George et son équipe sur Proof of Validator, qui est aussi un moyen d'anonymiser un peu les validateurs sur le DHT qui sera utile pour le Data Availability Sampling. Donc ouais, il y a toujours de l'argent. Enfin, de Hudson. Oui, de toute façon, tout système peut être attaqué. Hein. C'est pas parce que c'est Ethereum que c'est impossible. Enfin, bon, la preuve dans l'histoire, c'est déjà arrivé. Il y a DOS de validateur. Non, pas le DOS de validateur, mais bon, il y a déjà eu 2-3 hacks. Je sais pas si tu en as entendu parler. Le DAO, enfin ce genre de choses. Ah oui, ok. L'attaque Shanghai, bah si, l'attaque Shanghai, techniquement, c'était quand même c'était même un DDoS, du coup. Ouais, c'est ça. Donc oui, ça reste possible, mais bon, on est au courant. Il y a des attaques qui sont réalisables et des attaques qui sont probables. Il y en a qui ne le sont pas. On s'attaque en priorité, bien sûr, à celles qui sont les plus probables. Et puis voilà, bon, faut pas s'inquiéter plus que ça. Enfin, ça peut toujours arriver, évidemment, mais ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à Bitcoin, ça peut arriver, ouais, ça peut arriver à Google. Hein. Donc voilà, il y a pas non plus, enfin, faut pas avoir peur, mais c'est vrai que bon, il y a des choses qu'on regarde. Voilà. Donc généralement, quand on les connaît au passage, on n'en parle pas. Enfin, c'est pas parce qu'on garde le secret, c'est pour éviter de donner des idées, en fait. Alors celui-là, on est assez confortable d'en parler parce qu'a priori, il faut quand même y aller pour l'implémenter. Mais voilà, il y a des choses quand on est, enfin, généralement quand on découvre quelque chose qui peut vraiment mettre le réseau par terre rapidement, on fait ce qu'on appelle une comment dire, disclosure, responsible disclosure, c'est ça. Révélation responsable. Et voilà, on évite de le publier, on communique avec les gens, on leur dit voilà, il faut motiver, enfin voilà la motivation pour laquelle on voudrait résoudre ce problème. N'en parlez pas trop et puis on le résout. Voilà. Une fois, je suis désolé, hein, je détourne un peu, mais en même temps, je pense que c'est assez intéressant. On a trouvé un bug dans la librairie de Begin, enfin de maths, quoi, en gros, de Go, qui affectait tout le monde. Et on l'a trouvé, c'était un bug qui était dans Go depuis des années et des années. Bon, bah, on l'a dit à Google. Ils ont bien mis 3 à 4 mois à le résoudre. Pendant 3 à 4 mois, on a vraiment croisé les doigts pour que personne découvre ce bug parce qu'il suffisait de créer une transaction qui va bien pour que tous les réseaux, pour que tous les nœuds Go Ethereum du réseau paniquent et que donc, on perde 40-60% du réseau. Donc voilà, quand il y a un truc vraiment sérieux, on n'en parle pas aussi librement. Bah, super intéressant. Il y a des questions, je vois, sur la recherche, le MEV burn, la recherche de MEV burn, qui est inclus dans la roadmap et dans ce dont vous avez discuté dans votre dernier épisode. J'en profite juste avant de passer un peu sur un récap de cet épisode qui sera intéressant et je pense qu'il va soulever pas mal de questions par nos auditeurs. J'en profite pour rappeler donc que libre à vous de poser vos questions, même d'intervenir en tant que speaker ici pour poser vos questions directement. L'idée c'est que ce soit collaboratif, donc vraiment n'hésitez pas. Et je pense que donc je propose que vous fassiez un petit récap bref si possible du dernier épisode, donc la roadmap Ethereum, et puis ensuite on a déjà une question de P3 petits points qui serait intéressant de répondre pour commencer. Bon. J'y vais. Vas-y. Donc, il y a une tradition maintenant qui est que tous les ans, Vitalik poste un tweet avec un diagramme des différentes mises à jour d'Ethereum qu'il a en tête et sur lesquelles les différentes équipes travaillent. J'ai mis le lien vers un de ces tweets
cette roadmap figure. Cette roadmap, elle est divisée en plusieurs sections. Donc, il y a Merge, Purge, Scourge, Verge et d'autres. Je l'ai sous les yeux aussi parce que c'est difficile de s'en rappeler. Et donc, ouais, Domotis, c'est un chercheur de la Fondation Ethereum qui a rejoint il n'y a pas si longtemps, mais qui a déjà fait pas mal de choses depuis. Il était très actif sur Twitter. Il écrivait beaucoup sur essayer d'expliquer ses mises à jour, à un point de vue technique, mais aussi à un point de vue assez accessible. Et récemment, il a posté un assez long post sur Annotated Roadmap, donc revoyant les points que Vitalik a mis dans son diagramme, mais avec un peu plus de background, un peu plus de contexte. Et du coup, ouais, on était tous les trois à IFCC en juillet, donc c'était l'occasion aussi de se rencontrer et de l'interviewer. On lui a posé des questions sur différentes sections de cette roadmap qui connaît assez bien, du coup. Oui, je réfléchis, mais oui, c'est exactement ça, en fait. Voilà, donc peut-être que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut reparler de la roadmap. Est-ce que vous voulez faire un petit tour rapide des petites étapes si vous les avez devant les yeux, comme ça va peut-être poser des questions. Et peut-être ce sera une bonne intro pour la question sur la MV Burn. Ouais, MV Burn, c'est définitivement très. Enfin, il y a beaucoup de choses qui doivent arriver avant MV Burn. Donc, on peut peut-être faire un petit tour des. Donc, il y a 6 sections là sur le tweet. On en fait. Je pense que tu fais la. On en fait Allez, une on fait chacun. Allez, 30 secondes. Ok, donc la première, c'est la plus facile, c'est celle que les gens connaissent le mieux, donc c'est the merge, donc passer Ethereum en proof of stake, et ensuite rendre ce mécanisme de consensus le plus robuste possible. Donc on est déjà en proof of stake, on a déjà les withdrawals, donc ça c'est fait. On commence à avoir les distributed validators, mais comme le post sur la bouncing attack montre, il y a toujours des petits bugs en fait qui font partie du design de ce mécanisme. Il y a pas mal de gens qui bossent là-dessus. Donc le mot clé ici c'est single slot finality. Donc c'est essayer de passer vers un système où chaque bloc on arrive à le finaliser s'il y a suffisamment de participation. Donc ouais, aujourd'hui c'est pas ça qui se produit. On attend une dizaine de minutes pour finaliser un bloc. Ouais, donc c'est ça. Donc merge c'est déjà fait, mais on voudrait le rendre plus robuste dans le futur. Vas-y. Ouais, merci. Le suivant, c'est le search. Donc, c'est celui sur lequel, celui dont tout le monde parle en ce moment, en tout cas chez les core devs. C'est le IP 4844. Donc, l'idée, c'est le début. L'idée, c'est vraiment de travailler sur la scalabilité. Donc, tout ce qui est roll-up, des roll-up en chaîne. Avoir, bon, au final, on veut on veut tout ce qui est data availability. Après, bon, c'est encore une fois la roadmap, elle change tous les ans. Hein. Enfin, elle est mise à jour tous les ans. Les axes généraux, ils restent les mêmes, mais on les mise à jour tous les ans. Mais on peut imaginer des futurs complètement dingues où, par exemple, Ethereum offre sa data availability, sa capacité de garantir la disponibilité des données à d'autres blockchains, Zcash, même Bitcoin, soyons fous. Bon, ça reste extrêmement théorique, hein. Mais voilà, donc c'est ça le surge, et ça commence avec 48-44 qui consiste en gros à offrir une nouvelle dimension pour le gaz, où au lieu de payer un gaz un peu générique, on paye un gaz spécifique pour les données, en fait. Et du coup, puisqu'on a cette granularité supplémentaire, on peut se permettre là je suis en train de m'empêtrer un peu, mais on peut simplement, tous les coûts associés au stockage des données sont séparés des coûts associés à l'exécution. Donc c'est vrai qu'un roll-up qui est plus intéressé par le stockage des données, va pas payer un gaz qui est un agrégat en fait de quelque chose qui est à la fois données exécution. Donc ça réduit le coût pour les roll-up d'utiliser Ethereum comme une couche de sécurité pour leurs données. Petite précision, c'est pas exactement du stockage, c'est plus de la publication. Donc c'est pas du stockage dans le temps. On veut juste que les roll-ups
publient leurs données pour qu'elles soient disponibles pour tout le monde, mais on les garde pas en stockage indéfiniment. Ce qui fait que c'est moins cher au passage. Voilà, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on peut avoir cette efficacité. Oui, parce que donc bon là je vous fais un aparté encore, mais l'idée c'est que précisément puisque la promesse qui a été faite avec Ethereum, c'est au départ, et qu'il faut qu'on change petit à petit, c'est qu'en fait, quand vous stockiez des données sur la blockchain, bah, c'était stocké indéfiniment. Et là, t'avances donc. Et j'avance trop, ouais, c'est vrai, allez, je le garde pour plus tard. C'est The Purge. C'est vrai. Allez. Ok. Donc, ensuite, The Scourge. Donc, éliminer les jeux qui se passent entre la couche applicative et la couche de consensus, donc la MEV. Donc la MEV, c'est ce phénomène où le producteur de blocs a le contrôle sur les transactions qu'il inclut dans ses blocs. Il a le contrôle sur l'ordre des transactions et il peut aussi insérer ses propres transactions. Donc ça lui permet d'extraire cette valeur qui est connue sous le nom de MEV. Un mot-clé ici, c'est PBS, Proposer Builder Separation. Donc en tant que producteur de blocs, par exemple, disons, je fais tourner mon validateur dans mon salon, je suis pas à même de faire un bloc hyper optimisé et qui extrait le maximum de MEV. Donc, ce que je fais en tant que producteur de blocs, c'est que je peux me connecter à un réseau où des builders produisent le bloc à ma place. C'est quelque chose qui se produit du fait d'incitation, disons, rationnelle. Après, la MEV, c'est un sujet, encore une fois, qui est extrêmement multidimensionnel, où il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais l'idée principale, c'est de faire en sorte que la décentralisation des validateurs soit pas juste technique, mais qu'elle soit aussi économique. Donc, s'il y a des validateurs qui ont accès à des récompenses plus élevées que d'autres validateurs, parce qu'ils arrivent à extraire la MEV de manière plus optimale, ça peut, au fur et à mesure, réduire le poids des validateurs qui sont moins sophistiqués sur le réseau et centraliser le réseau vers des validateurs qui sont très à même d'extraire cette MEV. Et donc ça peut être vraiment très dommageable pour le réseau. Donc, The Scourge, c'est vraiment concevoir des mécanismes qui permettent d'empêcher cette centralisation économique. Le Verge, ouais, bah. On peut faire les deux suivantes, comme ça, tu auras The Verge et The Purge. Parce qu'en fait. Tu allais parler de History. Oui, bon, enfin, ok. Déjà, je fais la suivante. Oui, donc le Verge, c'est exactement ça, c'est-à-dire la stateless. Enfin, c'est exactement ce que je décrivais au début et sur lequel je travaille. C'est stateless Ethereum. Donc l'idée, tiens, j'ai dit Ethereum cette fois, j'ai pas dit Ethereum. Bon bref, le Verge, c'est oui, donc en gros, bon, ça commence avec ce qu'on appelle le changement. On va changer la structure de l'arbre. Donc en fait, bon, ok, je devrais commencer avec ça. Toutes les données d'Ethereum, elles sont stockées dans un arbre qu'on appelle un arbre de Merkle. C'est une structure en cryptographie qui permet de faire des preuves. Le problème, c'est que depuis que cet arbre de Merkle a été inventé dans les années 80, on a quand même pas mal progressé, et surtout dans les dernières années en fait. Donc, on propose maintenant d'utiliser une autre structure qui s'appelle un arbre de Merkle. Donc c'est en gros la même chose, mais on n'utilise plus la même technique cryptographique pour stocker ça. On utilise une nouvelle technique qu'on appelle les commitments polynomiaux, les engagements polynomiaux, ou polynomial commitment en anglais. Et ça permet de faire plusieurs choses. Bah, déjà que les preuves soient plus petites. Bon, on fera sans doute un épisode là-dessus plus en détail, parce que si on me lance sur le sujet, je peux en parler 3 heures. Donc. L'autre aspect, l'autre intérêt de la chose, c'est que c'est qu'on peut faire on peut en fait le mettre à jour cet arbre sans avoir la vue complète de l'arbre, ce qui n'était pas, enfin ça restait possible ça reste possible avec la technique actuelle, mais on parle de blocs de 1 méga, de 3 mégas, peut-être 10 mégas si vraiment on est dans un bloc particulièrement pathologique. Et ben, un bloc de 10 mégas, ça se promène pas si facilement que ça sur le réseau, en tout cas pas en 12 secondes. Donc voilà, donc l'idée c'est d'avoir des blocs plus petits qui contiennent juste l'information nécessaire. Et l'idée c'est même d'attacher cette preuve au bloc, comme ça on peut juste télécharger un bloc
et l'exécuter sans avoir eu besoin de faire une synchronisation. Vous savez sans doute que synchroniser un nœud Ethereum, ça prend plusieurs jours, enfin, en tout cas pas mal d'heures. Et bah ça, grâce au Verge, ce serait fini. Donc voilà, après il y a c'est pas juste les Verkle Tree, il y a utiliser pas mal de zero knowledge derrière pour rendre ça encore plus efficace, encore plus rapide à prouver, pardon, en tout cas encore plus rapide à vérifier, pardon. De Snark, pas de zero knowledge. De Snark, pardon. Oui. Oui, parce que de toute façon, on n'a pas besoin de l'aspect zero knowledge. Ouais, encore, ça c'est un détail. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir un Ethereum, enfin d'être capable de participer au réseau Ethereum sans avoir une machine très puissante. Donc je disais idéalement un téléphone. Bon, on n'en est peut-être pas encore là, mais ça va quand même devenir beaucoup plus pratique et moins cher de faire tourner un nœud Ethereum grâce à ça. Est-ce que tu as une idée de l'espace nécessaire pour héberger un nœud après Verge, les autres? Alors, il y a plusieurs choses. Ah oui, parce que il y a aussi le Purge, c'est vrai. Donc, le Purge, peut-être avant de répondre à cette question, je vais parler du Purge. Bah, c'est l'idée de supprimer toutes ces données qui sont en trop. Donc, c'est ce que je disais. La promesse implicite qui a été faite jusque-là, c'est que quand vous stockez quelque chose sur la blockchain, eh ben, c'est là pour toujours. Donc, ce qui fait que même si le gaz est très cher, c'est extrêmement peu onéreux. Enfin, c'est même pratiquement gratuit, virtuellement gratuit, puisque vous payez, enfin, vous louez de l'espace pour une durée infinie à un prix fini. Donc, forcément, c'est pas cher. Enfin. Et donc, bah voilà, on veut revenir un peu sur cette promesse. On veut donc ça, le purge, c'est tout ce qui correspond à la state expiry. Enfin, donc il y aurait un mécanisme hypothétique, personne ne travaille dessus pour l'instant, sur lequel les données, quand elles ont été écrites, elles sont seulement gardées pour un certain temps, et après elles sont supprimées de la mémoire de tous les nœuds. Et si vous voulez la garder à plus long terme, vous devez repasser cette donnée avec une preuve qu'elle était bien dans l'état à tel moment. Voilà. Et puis il y a aussi tout ce qui est historique. Donc en fait toute la liste des blocs. On va dire que dans un siècle, par exemple, les premiers blocs d'Ethereum n'intéresseront personne. Enfin, ils intéressent déjà pas grand monde, ils intéressent juste les développeurs comme moi, mais a priori, je pense pas qu'ils intéressent beaucoup plus de monde que ça. Peut-être, entre guillemets, des archéologues ou des policiers, mais c'est tout. Donc, ces gens-là peuvent garder toute la chaîne de blocs, mais on peut dire que dans un siècle, enfin, quand Ethereum aura un siècle, il y a peu de chances qu'il y ait une réorganisation de la chaîne qui remonte 10 ans, 20 ans, 100 ans. Donc, si on a 100 ans de blocs, on peut peut-être les supprimer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on les fait disparaître, on les stocke en dehors de la chaîne, mais la plupart des gens ne les stockeraient pas, en fait. Et la conséquence de ça, c'est que, donc, pour répondre à la question de Barnabé, combien de temps ça prendrait combien de place ça prendrait de faire tourner un nœud? On va dire déjà les deux plus gros trucs dans la base de données, si je ne m'abuse, ce sont les blocs. Déjà, ça c'est sûr, les blocs, c'est le truc le plus gros. Donc si on arrive à les supprimer ou à supprimer l'historique, bah on gagne déjà facile de 200 gigas, je pense, de mémoire. Et puis l'état lui-même, il fait 200 gigas aussi. Donc si on arrive à supprimer une partie de cet état ou au moins ne garder qu'une vue de cet état, un sous-ensemble de cet état qui nous intéresse, et ben on peut gagner 400 gigas facile l'un et l'autre. Et surtout ce que ça nous donne, c'est que le stockage nécessaire ne grandit plus. Donc, voilà. On peut cibler un stockage constant. Voilà, donc c'est vrai que je vais lancer un chiffre, je m'engage pas là-dessus. Une date, oui. Le 3 janvier 2020. Oui, enfin, je pense qu'avec 2 Tera, ce qui dans quelques années ne devrait plus poser problème, avec 2 Tera, on sera tranquille, même, a priori, on pourrait même penser 1 Tera, peut-être 500 gigas, mais voilà, ça dépend. Faut implémenter toutes ces choses-là. Le Verge, le Verkle Tree, c'est la première étape. Avec les Verkle Tree, on va déjà pouvoir gagner 200 gigas. Donc, sur un node
classique. Enfin, je pense au mien, là, qui est à peu près à 800 gigas en moyenne. Mhm. Tu vires déjà 200 gigas. Ouais, t'arrives à rester sous le terrain. Tu vas sous le terrain. C'est pas mal. Super. Voilà. Bah, Il y a un lien. Ouais. chapeau sur en tout cas, la synthèse et la vulgarisation de toutes ces étapes. C'était super clair. Et c'est pas un exercice facile, surtout Merci. quand... Pardon. Excuse-moi, mais en fait, il reste un item sur enfin, il reste Le last, le splurge. en effet. Ouais, mais Ouais, d'accord, c'est vrai. Ah, ok. il est moins. Non, il est pas moins intéressant, mais c'est les bonus. C'est tout ce qui est bonus. Account abstraction, ce genre de choses. Voilà. On n'a pas C'est obligé pas d'en mal, parler quand trop longtemps. Mais Je peux le faire si tu veux. On en parle peut-être à la fin. Si on a déjà quelques questions, je vous propose de répondre à ça, notamment la question de P sur le MEV burn. Dans tout ça, ça se situe à quel stade? Ouais. Donc MEV burn, ça fait partie de Scourge. Donc j'ai parlé de PBS plus tôt. Et j'ai dit en fait que l'idée de PBS, c'est d'avoir un marché qui permet aux validateurs de sourcer leurs blocs des builders. L'idée d'MEV Burn, c'est de passer ce marché sous le contrôle du protocole, parce qu'aujourd'hui, il est complètement en dehors du protocole. Il est opéré par un software qui s'appelle MEV Boost, que les validateurs peuvent faire tourner à côté de leur nœud. Et donc, passer le marché sous le contrôle du protocole, en fait, ça veut dire que le protocole a une vision de ce qui se passe sur ce marché. Et notamment, il est capable de dire, bah, la valeur maximale qui a été proposée par les builders, c'est tant. Par exemple, 10 if. Donc, il arrive à voir les offres que les builders font. Et il arrive à comprendre quelle est la valeur de la MEV dans le bloc que le validateur va produire, ou dans le bloc que le validateur source des builders. Donc, si le protocole arrive à récupérer ce signal, et s'il arrive à le récupérer de manière crédible, donc le signal est un vrai signal de la valeur du bloc, ça permet au protocole de capturer cette valeur, de dire au validateur, bah, je sais que le marché te propose 10 Ethers, donc tu me les donnes. C'est déjà ça ce qui se passe avec le IP 1559. Donc, on a un signal crédible de la congestion sur le réseau, donc de la demande pour l'inclusion des transactions dans le réseau. Et c'est un projet de récupérer la valeur de la MEV proposée par les builders et de la... Ah mince, on a une déconnexion. Barnabé qui revient. Attends, est-ce que c'est... Non, il nous a invités. Non, c'est bon, on est de retour. D'accord. Vous Parce êtes que bien j'ai de dit une retour. connerie, c'est pour ça. Voilà. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. On a parfois des problèmes de réseau dans notre bureau. En même temps, il y a pas mal de notes qui tournent. Hein. On a le master node à Berlin. Voilà. C'est ça qui compte. Mais je crois que vous aviez... T'avais plus ou moins fini, il me semble, Barnabé. Nickel. Ouais, je peux donner un bref aperçu du statut de MEV Burn. Il y a toujours un peu de recherche à faire parce qu'il y a des questions sur est-ce que le signal est crédible, est-ce que c'est possible de déployer MEV Burn dans le protocole sans faire trop de changements. La réponse a l'air d'être non. Il faut qu'on fasse probablement PBS in protocol avant de pouvoir faire MEV Burn. Et de plus en plus, on a l'impression que pour faire PBS in protocol proprement, il faut qu'on fasse single thought finality. Donc, il y a pas mal de dépendance avant MEV Burn. Donc, c'est toujours à l'étude. Top. Il y a un truc qui... Vas-y, ouais. Guillaume, non, si tu voulais ajouter quelque chose. Non, je voulais dire le problème d'Ethereum, en fait, c'est que pourquoi c'est si lent? Bah, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. C'est-à-dire que s'il y avait personne qui était la chaîne, on dirait bon, c'est pas grave. Pendant que personne regarde, on débranche tout. Enfin, on débranche tout. On demande aux gens de tout débrancher. On tente un truc et puis si ça casse, ben c'est pas grave. Il y a peut-être 3 utilisateurs qui ont mis 3 euros dans le truc. Quand c'est un système qui est vachement plus déjà qui a bien plus d'utilisateurs et qui en plus a une valeur monétaire dans les, je sais pas combien, dans les centaines de millions, de Je milliards. regarde pas les prix. Oui, moi non plus. Non, c'est pas vrai.
C'est l'image. Bref, non, mais c'est vrai, je sais pas combien il y a, mais peu importe. Voilà, quand on a ce genre de choses, bah, on est obligé de prendre notre temps et de bien s'assurer qu'on n'ajoute pas de bugs. C'est précisément ce qu'on disait. Des fois, on les découvre. On accepte de vivre avec parce on pense que ces bugs-là sont pas un gros danger, mais enfin c'est pas des bugs, hein, plutôt des problèmes de design qui peuvent mener à des attaques théoriques. S'il y a vraiment une attaque qu'on connaît qui est pratique, on voit pas un truc évidemment. Mais du coup, précisément, parce qu'on découvre ce genre de choses et c'est pour ça qu'on livre pas immédiatement, qu'on revient sur la table. Oui, ça sur le. Là encore, j'allais parler anglais. Mais on remet certaines questions sur la table. Alright. Avant qu'on reprenne les questions les questions du chat, il y avait une petite question en amont que j'aimerais bien vous poser au sujet de l'article qu'on a publié sur Ethereum France sur les bouncing attacks, dont on a l'auteur ici, Max Purr. Et je sais que tu as travaillé dessus, Barnabé, donc je pense que c'est intéressant d'aborder rapidement le sujet. Je pense qu'il nous resterait une quinzaine de minutes si on veut finir dans l'heure, donc on n'est pas obligé de s'étendre trop, mais c'est intéressant de l'aborder, et puis je pense qu'on pourra développer par la suite, et puis je prévois de renvoyer aussi des informations complémentaires, rappeler le lien de l'article, etc. Et donc si tu as même des informations complémentaires à ajouter là-dessus, on pourra l'envoyer. Mais globalement, est-ce que au sujet de l'article sur la bouncing attack, il y a toujours des risques, est-ce qu'elle est considérée par les développeurs Ethereum? Ouais, je peux donner un peu de contexte. Donc, dans les mécanismes de consensus, il y a deux propriétés qui nous intéressent vraiment. Je les donne en anglais, je suis pas sûr du mot en français. Donc, la première, c'est safety. Donc, c'est des mauvaises choses ne peuvent pas se produire. Donc, ce qu'on essaye d'éviter, c'est qu'il y ait deux blocs qui soient finalisés et qui sont sur différentes forks. Donc, ça, ce serait le pire des cas. Plus personne ne saurait quelle est la vraie chaîne parce qu'il y a deux versions qui sont aussi légitimes l'une que l'autre. Donc, potentiellement pas socialement légitimes, mais en tout cas techniquement légitimes. Donc, ça, c'est safety. Il y a l'autre propriété qu'on veut du consensus, c'est liveness. Donc, c'est des bonnes choses se produisent éventuellement. Donc, on arrive à finaliser au cours du temps. Et ces bouncing attacks, c'est vraiment une attaque sur le liveness. Donc, en gros, l'idée, c'est de faire perpétrer deux forks qui ne se résolvent jamais vraiment parce qu'on arrive à faire passer les validateurs honnêtes d'une fork à l'autre. Donc, on leur dit, OK, la fork A, c'est celle qui est légitime. Pour le moment, c'est celle qui a le plus de poids. On ne peut pas finaliser parce qu'on split le comité de validateurs en deux. Donc on n'a pas de finalisation, donc on n'a pas non plus de risque sur la safety. Mais on n'arrive pas à finaliser parce qu'on n'arrête pas de les renvoyer d'une fork à l'autre. Donc à un moment, ils votent en haut, le moment d'après, ils votent en bas. Et donc finalement, on n'a jamais assez de votes pour se mettre d'accord. Donc un peu d'histoire là-dessus. Il y avait eu un patch, c'était une attaque qui était connue, ce bouncing. Il y avait eu un patch qui avait été mis en place, il me semble, avant même que la Beacon Chain soit lancée ou peu après. Il s'est démontré que ce patch n'était pas si utile, qu'il y avait d'autres attaques qui pouvaient arriver, notamment une attaque qui s'appelle Splitting. Et donc le nouveau papier qui est sorti au début de l'année par ce groupe de recherche français a montré qu'en fait on peut attaquer le patch même sans splitting. Donc on savait déjà que le patch n'était pas hyper utile et qu'il résolvait pas tout. Ce qu'ils ont montré, c'est que c'était encore pire finalement. Entre-temps, finalement, le patch a même été retiré, donc il fait plus partie du consensus Ethereum parce qu'il était compliqué et comme on n'avait pas vraiment une étude complète sur ses conséquences, on savait qu'il résolvait un problème, mais peut-être qu'il y en avait 10 autres à cause de ce patch. C'est souvent le cas, c'est vraiment très sophistiqué ces modèles de consensus et on peut pas faire un changement sans produire des effets qui sont très difficiles à anticiper. Donc maintenant, ce patch n'existe plus. Est-ce que ça veut dire qu'Ethereum est pas safe? Je pense pas, parce que ces attaques de bouncing, encore une fois, elles sont pas faciles à lancer. Il faut contrôler un certain niveau de stake et avoir une certaine précision sur le réseau pair à pair aussi. Le fixe ultime, en fait, c'est de passer à single sign finality, donc de changer le modèle de consensus complètement et de résoudre tous ces problèmes qu'on a d'un même coup. Potentiellement, il pourrait y avoir des fixes intermédiaires. Encore une fois,
on les a dans la poche. Si jamais il se passe quelque chose, on peut les sortir relativement rapidement. Moi, je travaille plus beaucoup sur le consensus. On a travaillé un peu là-dessus parce qu'on avait détecté un bug en faisant nos recherches sur la MEV. On s'était aperçu que le consensus avait des problèmes. Donc, on avait passé un peu de temps là-dessus. Maintenant, il y a une équipe de consensus qui est vraiment dédiée là-dessus avec des experts. Donc, je dirais c'est entre de bonnes mains. Voilà le TLDR. Top, merci pour ces précisions. Max, si tu as des questions additionnelles là-dessus, n'hésite pas. Je remonte un peu dans les questions, on change un peu de sujet, puis en même temps j'essaie d'avancer dans le temps en partie. Mais donc la question de S, pour la mise à jour Cancun, quels sont les EIP les plus susceptibles d'être choisis en parallèle de l'EIP 4844? Oui, j'avais la liste là. Ouais, je crois qu'elles c'est même pas elles sont susceptibles, il me semble qu'elles ont été choisies. Ouais, d'accord, merci Barnabé pour la liste. Non, non. Salut. D'accord, donc ouais, je la regarde parce que je ne les ai pas en tête par cœur, mais effectivement, bon, c'est rajouté une instruction. Après, il y a quoi? Ah oui, bah oui. Alors si, celle-là, elle est quand même pas mal. C'est la suppression du self-destruct. Alors c'est pas tout à fait la suppression totale, c'est la suppression. C'est-à-dire que il y a plein de contrats pour des raisons en fait d'économie de gaz qui créent des contrats temporaires et qui les détruisent, mais en plus ils les créent toujours à la même adresse. Donc si on veut supprimer self-destruct et on le supprime parce qu'il y a ça crée plein de problèmes, enfin déjà de base le DAO hack, mais voilà, c'est une instruction qui est quand même qui est quand même complexe, qui est quand même vraiment traître. Donc on voulait la supprimer. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui en ont quand même besoin. Enfin, le supprimer bêtement, même si c'est ce qu'on voudrait, ça va quand même casser pas mal comment dire, de use case, ça va casser pas mal de contrats, tout simplement. Donc, on utilise cette solution un peu intermédiaire, qui est de dire, bon, bah, si c'est dans la même transaction qui crée le contrat, on garde l'ancienne façon de fonctionner. Si c'est si c'est un contrat qui a créé une transaction, puis la transaction, qui a été créé pendant une transaction, et après dans une autre transaction, le contrat appelle self-destruct. Là, par contre, c'est plus, c'est le comportement, c'est de dire, bah voilà, maintenant le contrat, en fait, on enlève tous vos fonds. Et puis le contrat, on le laisse comme il était. Donc vous ne pouvez pas recréer un autre contrat à cette adresse-là. Voilà, donc ça c'est le truc qui est un peu gros. Sinon, il y a des opcodes pour le. Oula. Un peu gros, la plus grosse, c'est vraiment le IP 4844. Alors voilà, ajouter les blocs. Effectivement, il faut comprendre que effectivement le IP 4844 elle est tellement grosse que tous les trucs qu'on met à côté, c'est quand même d'une simplicité relative, mais voilà, c'est un autre ordre de simplicité, c'est sûr. Donc voilà, oui, bon, il y a un mcopy, bon, ça c'est une instruction standard qu'on trouve sur tous les vrais processeurs, donc pourquoi pas dans le VM. Et puis mettre les racines de tous les beacon blocks accessibles depuis le VM. Bon, bah ça c'est pour faire des preuves, hein, c'est simple. Donc c'est pour vérifier des preuves. Donc ça, c'est pour que les applications puissent récupérer le hash du bloc. Et si on leur passe une preuve, et ben elles peuvent vérifier que telle valeur était bien présente dans l'état du bloc à telle hauteur de bloc. Voilà. Enfin, après, moi, je note peut-être une dernière. Donc le IP 7514 qui a été ajouté relativement tard dans le process. Ouais, il y a une semaine. Il y a une semaine, ouais. Et l'idée c'est de rendre la queue pour accéder au validator set plus lente. Ouais. La queue, en fait, elle a été programmée pour elle laisse rentrer de plus en plus de monde, plus il y a de validateurs dans le set. Et donc en gros, elle amplifie la vitesse pour rejoindre cet ensemble. C'est pas une mauvaise chose. Encore une fois, plus il y a de validateurs, plus le réseau est sécurisé, mais
c'est vrai que avec le modèle de consensus qui montre parfois des limites, il y a eu un bug sur les clients assez récemment, Oui. avec la dominance de Lido et des liquid staking derivatives. Il y a eu des questions sur est-ce qu'il ne faudrait pas une réforme un peu plus profonde de certains de ces aspects du consensus. Et du coup, est-ce qu'on peut pas se donner un peu plus de temps en limitant la queue? Ça a été fait de manière assez conservative, donc c'est quand même pas une limite. Enfin, ouais, ça, je crois que c'est la moitié de ce qu'on attendait. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui est pas mal discuté en ce moment et il y aura, je pense, encore plus de discussions parce que c'est finalement quelque chose qui change pas mal de choses du point de vue économique. Et donc ça, c'est même Oui, ces dernières updates sur les LSD, ça sortira potentiellement en même temps que le 48 à 84. Enfin, en même temps que les blocs. Oui, c'est ça, ouais, Ouais, c'était ok. IP 75-14. Ouais, super intéressant. donc voilà, c'est vrai que c'est la plus controversée, mais en même temps, c'est pas là pour rester. C'est vrai que si vous êtes dans la queue, vous attendez d'être promu comme validateur, bah c'est dommage. Ça va falloir être un peu plus patient. Mais en même temps, il y a des effets de bord qui vont commencer enfin, qui ont déjà commencé à se produire en fait, qui ont causé des bugs. Donc pour gagner du temps, on va implémenter ça. Et voilà, c'est juste ralentir la quantité de gens qui rejoignent le réseau. Donc c'est pénible pour eux, mais c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Ok. Peut-être dernière question, question d'Arthur, je pense qui est en lien avec la bouncing attack. Lorsque vous trouvez des failles théoriques potentielles, faisables, comment gérez-vous les discussions sur le sujet? Vous avez parlé d'une sorte de NDA, mais avec qui? La fondation, pour le fixer, c'est seulement entre personnes qui ont trouvé la potentielle faille. Est-ce que vous avez une réponse à ça? J'ai raté un truc là dans la question. Est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît? Si tu as des failles, Ouais. Ouais, je quand peux vous trouvez démarrer des répondre, failles, on n'a pas la même. ouais. Comment vous gérez la discussion en interne, j'imagine, quel est le process? On demande si vous avez une sorte Ouais. de non-disclosure agreement, un accord Non. de non-divulgation pour le franciser. Et si oui, ouais, comment vous gérez ces potentielles failles? Vas-y, ouais, commence. Ouais, je pense que c'est assez différent en fait entre la recherche et le développement. Donc, quand on a trouvé la faille sur le consensus, donc, j'ai mentionné rapidement, c'était le ex ante reorg. Euh, on en a parlé avec les équipes de développement pour voir si c'était quelque chose, ouais, qui était potentiellement euh, attaquable directement. Euh, on a pris la décision de publier assez rapidement. On a fait un papier là-dessus qui est apparu dans les semaines ou dans le mois qui a suivi notre découverte. Souvent, on essaye plutôt de mettre en lumière des bugs théoriques pour dire, OK, là, c'est quelque chose sur lequel on a besoin d'un peu plus d'attention et potentiellement de gens qui sont intéressés pour travailler là-dessus. Ouais, encore une fois, dans la mesure où ça donne pas une recette extrêmement spécifique pour mettre le réseau par terre. Donc, ouais, ça, c'est ma réponse en tant que chercheur, mais je pense que Guillaume a une perspective un peu différente. Oui, enfin, c'est vrai que nous, quand on considère un bug, c'est qu'il est quand même assez réaliste. Enfin, ouais, il est critique, quoi. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on a une série de. Non, non, enfin, clairement, il n'y a pas d'agrément, il n'y a pas de support. C'est très décentralisé. On regarde qui ça affecte. On essaye de. Il y a une team, enfin, il y a une équipe de sécurité à l'intérieur de la fondation, donc eux, on leur parle tout le temps. Généralement, c'est eux qui nous ramènent des bugs d'ailleurs. Euh, Parce que quand quelqu'un trouve un bug, ben, il s'adresse à eux, donc voilà, ils viennent vers nous. Ça passe pas comme les autres problèmes par GitHub, par exemple. Euh, donc quand on trouve quelque chose, ben, on va déjà voir généralement, enfin soit c'est directement chez nous, soit c'est par exemple comme je disais, ça pouvait être chez Google, ben, on va voir Google. Et quand on trouve un truc, avant de livrer un fixe, enfin une solution, ce qu'on fait, c'est qu'on contacte des gens. Moi, je parle pour Guess parce que Guess a été cloné plein de fois pour faire des roll-ups, pour faire des machins. Donc on regarde, on discute en fait
avec des équipes de roll-up par exemple ou d'autres chaînes. On leur dit, alors on leur dit pas tous en même temps parce qu'il y a des gens à qui on fait confiance plus qu'à d'autres. Donc par exemple, bon, les roll-up principaux, clairement, on leur dit tout de suite. Voilà, si c'est des gens qui sont une équipe un peu moins à qui on fait pas confiance, hein, tout simplement. Enfin, on va pas s'en cacher. Je vais pas donner des noms, mais il y a clairement des équipes à qui on fait pas vraiment confiance. Ceux-là, on leur dit en dernier. Et puis, quand on fait un fixe, parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui surveillent comme c'est open source, tout le monde surveille ce qu'on fait, et on peut pas se permettre de faire un commit GitHub en disant, bah voilà, je résous ce bug-là. Donc on essaie de les cacher dans d'autres trucs, en fait. Mais par exemple, je parlais de la faille dans Go. Euh, quand on l'a trouvé, on a fait une release. Alors là, en l'occurrence, il n'y avait pas besoin il y avait pas besoin de cacher quelque chose dans notre code. C'était à Google de le faire. Nous, on avait juste à recompiler. Mais une semaine après, même pas, je dis 3 jours après, quelqu'un a trouvé enfin, a lu a regardé la liste des changements, est allé voir aussi ce qui s'est passé dans Go et a créé une transaction qui aurait tout fait péter si elle avait été envoyée 3 jours avant, quoi. Donc faut faire gaffe. Ouais. On t'entend plus, Nathan. J'étais muté, pardon. Je disais que c'était génial d'avoir ces informations on n'entend pas souvent comment ça se passe derrière le capot et bah, c'était génial d'avoir vos commentaires là-dessus. Je vois qu'il y a quelques questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Ça fait déjà 1 heure, donc je propose quand même de vous libérer gentiment. Ces questions-là... Par... Pardon? On peut y répondre plus tard par texte, peut-être. Ouais, parfait. Je vous propose... Après, celle-là, je pense que je peux y répondre tout de suite, ça prend 2 secondes. Ok. Mais les gens veulent dîner. Oui, les gens, oui. Si les gens... Notamment. Si c'est des gens qui mangent, alors... Laissez vos questions et on y répondra plus tard sur Discord. Très bien. Bah, parfait, j'essaierai de les sauvegarder pour qu'elles se perdent pas dans les limbes. Mais en tout cas, c'était génial de vous avoir. J'espère qu'on vous aura à nouveau. On n'hésitera pas à vous inviter pour présenter vos nouveaux podcasts. Bon, un grand merci. Je pense qu'au nom de tous ceux qui étaient là, et même j'espère on publiera le recording donc sur notre chaîne YouTube et on l'enverra à nos membres, on l'enverra dans les newsletters. Donc déjà on avait une petite communauté là, c'était top, et je pense que c'est vraiment rare de vous avoir. Je suis super reconnaissant de vous avoir eu en direct et que vous preniez ce temps. Donc un grand merci. Et voilà, donc j'envoie à tout le monde le lien vers leur dernier podcast. C'est vrai qu'on l'a pas envoyé. Donc vers le dernier podcast des explorateurs qu'on a mentionné avec Domoti de la fondation. Et puis voilà, vous pouvez, si ceux qui nous écoutent ne sont pas encore membres, vous pouvez devenir membre Ethereum France via notre blog, donc le site ethereum-france.com, et on vous enverra, comme j'ai mentionné, une newsletter avec un petit récap et puis le recording. Voilà, merci encore Guillaume Barnabé d'être venu aujourd'hui. C'était vraiment chouette. Merci de nous avoir invités. Ouais, merci Nathan. Ciao, merci. Merci à les autres. De nous avoir écoutés aussi.